une ce soir. Les guerres en Iran et en Ukraine à l'ordre du jour à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, l'Ukraine est non seulement un camp ou un pari gagnant, mais en plus un allié stratégique ou tactique dans la guerre contre l'Iran. La chasse à l'homme se poursuit pour retrouver Philippe Benoît, le principal suspect du meurtre d'un mineur à Shawinigan. Tout porte à croire qu'il pourrait avoir en sa possession un objet tranchant, une arme blanche. C'est la raison pour laquelle on demande aux gens, évidemment, de ne pas intervenir. Et les intoxications au Benadryl en augmentation, le centre antipoison sonne l'alarme. Cette hausse touche notamment des cas d'abus de diphénhydramine, de mésusage, mais aussi d'intention suicidaire. Pour certains de ces cas-là, l'intoxication entraînera une toxicité sévère nécessitant une hospitalisation, puis dans de rares cas, même un décès. Et les 17h, voici votre nouveau info. Bonne fin de journée. Ça a été une journée de rencontre importante aujourd'hui à la Maison-Blanche. Alors que les dossiers des guerres en Ukraine et au Moyen-Orient font partie des nouvelles chaque jour, eh bien, Donald Trump a accueilli le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. C'est une première depuis le début du conflit en Iran. Et ce matin aussi, le président américain qui a rencontré Volodymyr Zelensky, donc le président ukrainien. Et là, Lila, il a été question de la production de missiles entre les deux chefs d'État. Oui, on se souvient, il y a 3 semaines, à Ankara, en Turquie, au sommet de l'OTAN, les États-Unis avaient autorisé la production de ces missiles patriotes à l'Ukraine. Mais maintenant, c'est maintenant que Zelensky les veut. Ça va prendre trop de temps à construire finalement ces missiles. Et donc Zelensky, justement, sur X, avait dit un peu plus tôt, avant la rencontre aujourd'hui, notre priorité absolue est la défense antibalistique et la coopération stratégique avec les États-Unis. Il faut faire avancer la paix. Et oui, parce que Sabrina, selon l'ONU, juin a été le mois le plus meurtrier pour les civils ukrainiens depuis 2022. Alors, aucune caméra n'a été invitée dans cette rencontre, mais il semble que la rencontre soit bien passée, en fait. Sur X, justement, la Maison-Blanche avait écrit que tout s'était très bien passé. On se souvient aussi que l'année dernière, la visite entre Zelensky et Trump avait été difficile, bien sûr, et la relation aurait changé. Donc, on veut des missiles et on veut une relation plus apaisée. J'en ai discuté avec Guillaume Lavoie. Présentement, la Russie, qui accuse des pertes et certains reculs, a un avantage dans les missiles balistiques. Et la manière de contrer ça, ce sont essentiellement des missiles antimissiles. Les fameux patriotes américains, ça en prend plus, ça les prend tout de suite. L'Ukraine a d'abord démontré qu'elle était davantage déterminée plus que Trump le pensait. Ils ont fait des gains, ils ont résisté, ils ont démontré aussi une habileté militaire assez exceptionnelle, au point où aujourd'hui l'Ukraine est non seulement un camp ou un pari gagnant, mais en plus un allié stratégique ou tactique dans la guerre contre l'Iran. Bon, puis je le disais en première rencontre entre le premier ministre israélien Donald Trump depuis le début de la guerre en Iran. Oui, rencontre très attendue parce qu'il y a des tensions en fait entre les deux hommes. Cette guerre, elle coûte militairement, économiquement, politiquement à Trump, mais elle était hyper importante pour Netanyahou, en fait, qui avait besoin que ça se passe bien. Voilà pourquoi. La position israélienne, c'est que l'Iran est une menace existentielle. Et c'est M. Netanyahou qui, personnellement, a réussi à convaincre Trump de s'engager contre l'Iran. Alors ici, les deux ont besoin l'un de l'autre. Peut-être plus à très, très court terme, M. Netanyahou, qui, lui, joue sa peau politiquement. Il est en élection. S'il perd, il ne perd pas seulement le pouvoir, il pourrait aller en prison. Et une de ses cartes maîtresses pour gagner en Israël, c'est de montrer qu'il a l'oreille et l'appui et l'amitié du président américain. Alors malgré ça, Sabrina, Donald Trump avait quand même qualifié Benjamin Netanyahou de type très difficile. Mais voilà, le Premier ministre israélien a partagé une vidéo tout à l'heure en indiquant qu'il venait de vivre l'une des meilleures conversations avec Donald Trump. Eh bien, écoutons-le. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. Donc la rencontre aujourd'hui a duré 1h30 sans presse là non plus. Donc il fallait parler de Gaza, de la reconstruction du territoire palestinien avec le Conseil de paix. Il fallait aussi parler de la situation humanitaire à Gaza, du Liban, de l'Iran. Donc beaucoup de sujets. Et puis pour terminer, toutes ces rencontres, elles avaient un point en commun. C'est que tous ces dirigeants sont venus assister aux funérailles du sénateur Lindsey Graham, un défenseur de l'Ukraine, mais aussi d'Israël.
Donc vraiment, ça a été une grosse journée politiquement pour le président américain. Merci beaucoup, Lila. Toujours sur la scène internationale, des images impressionnantes parce que c'est au Japon et il y a au moins une personne qui est morte et plusieurs ont été blessés dans un tremblement de terre. C'est un séisme de magnitude 7,1 qui a secoué le sud-ouest du pays. C'était en après-midi. Le bilan, bien sûr, pourrait s'alourdir parce qu'il y a plusieurs bâtiments qui se sont effondrés. Les autorités confirment que de nombreuses personnes sont notamment coincées à l'intérieur d'un centre commercial et d'une usine. Elles demeurent injoignables. L'armée japonaise a mobilisé 3600 personnes pour les opérations de secours. Le suspect dans la mort d'un adolescent de 16 ans en Mauricie demeure toujours introuvable. Donc, la chasse à l'homme se poursuit pour une 3e journée aujourd'hui. On va rejoindre Coralie à Lac-aux-Sables. Donc, Coralie, Philippe Benoît fait d'ailleurs maintenant l'objet d'un mandat d'arrestation par la Sûreté du Québec. Exactement. Philippe Benoît est toujours introuvable. Il fait maintenant face à une accusation de meurtre au premier degré pour avoir causé la mort d'un jeune de 16 ans à l'aide d'un objet contondant alors que la victime aurait été séquestrée. Philippe Benoît a un lourd passé psychiatrique, notamment en schizophrénie et souffre de phobie sociale. Si vous l'apercevez, la SQ demande de ne pas s'approcher, mais plutôt de composer le 911. Les recherches se poursuivent pour une 3e journée. Les policiers concentrent leurs efforts où le véhicule qu'a utilisé Philippe Benoît a été retrouvé dimanche avec d'importants moyens. On parle d'hélicoptères, des plongeurs, des patrouilleurs qui étaient sur place aujourd'hui. Je vous laisse entendre la Sûreté du Québec. On se dit, est-ce qu'il aurait pu solliciter son transport? Est-ce qu'il pourrait se trouver ailleurs? C'est la raison pour laquelle là, on a des yeux un petit peu partout en province, bien que les recherches soient concentrées ici, puisque certaines informations qui continuent d'entrer à nos services, qui nous portent à croire qu'il pourrait toujours se trouver dans la région ou aux environs. Les nouvelles images de Philippe Benoît qui circulent sur les réseaux sociaux ont permis à la SQ d'obtenir plusieurs informations du public pour la SQ. Si vous avez des informations sur l'endroit où Philippe Benoît pourrait se trouver, il est important de les contacter. Ils sont là depuis 48 heures sur le terrain afin d'essayer de le localiser. Ce n'est pas facile, mais les patrouilleurs sont là. On a vu des chevaux aussi sur le terrain. Tout semble bien se passer pour les policiers dans le secteur. Merci beaucoup, Coralie. Au revoir. Bon, et on va poursuivre avec notre collaborateur Yannick Dion, qui est ancien directeur adjoint de la Direction des enquêtes criminelles à la Sûreté du Québec. Bonsoir, Yannick. Bonsoir, Sabrina. Bon, bien sûr, là, plus les heures passent, plus ça risque d'être difficile de retracer, j'imagine, l'individu. Oui, évidemment, quand on parle de recherche en milieu forestier ou en milieu rural, évidemment, quand on déploie des gens dans ces secteurs-là, ça devient de plus en plus difficile, principalement avoir des relèves, avoir des gens en bonne forme pour être capable de faire ces recherches-là. Mais c'est pas impossible. D'ailleurs, les recherches se poursuivent. C'est parce que la Sûreté du Québec a sûrement des renseignements, comme le dit la porte-parole, qui laissent croire qu'il pourrait encore se situer dans cette région-là. Mais évidemment, le fait d'avoir publicisé la photo du suspect fait en sorte qu'on en appelle au public si jamais il est sorti du bois ou du secteur rural en question du Lac-aux-Sables. À ce moment-là, on demande d'appeler le 911 ou d'appeler la ligne 800, la ligne Infocrime, pour donner de l'information aux policiers le plus rapidement possible. Évidemment, on peut penser à un homme qui est peut-être armé, des problèmes de santé mentale qui ont été décrits, peut-être quelqu'un qui est paranoïaque, donc qui va tenter de se protéger. Donc, c'est important de ne pas intervenir ou de ne pas essayer de créer un contact, comme les policiers l'ont dit, puis d'appeler le 911. Si vous voyez quelque chose, la plus petite information peut être la plus importante. Donc, les policiers, dans ces cas-là, demandent aux gens de ne pas négliger, de transmettre l'information, parce que c'est des petits éléments qui peuvent faire toute la différence dans un cas comme ça. Mais justement, le fait que la personne qui est recherchée aurait probablement des problèmes de santé mentale, est-ce que ça peut rendre le travail des policiers encore plus complexe parce qu'on fait affaire avec une personne qui est désorganisée, là, possiblement? Bien, évidemment, je vous dirais oui et non. Dans un cas, si c'est une personne qui a certaines paranoïas, qui se terre à un endroit, qui va essayer de rester contraint dans un endroit en particulier, ça peut rendre la situation plus difficile. Dans un autre cas, si cette personne-là tente de bouger, donc à ce moment-là, il peut laisser des traces et puis ça peut permettre aux policiers d'avoir du renseignement supplémentaire pour le localiser. Donc, oui et non, c'est pas... Ça dépend de la situation. Puis c'est après combien de temps qu'on commence à réduire les effectifs pour les recherches? On ne peut pas chercher non plus indéfiniment?
Bien, les services de police vont adapter le déploiement de leurs effectifs, les services spécialisés. On a vu les drones, les autres services spécialisés qui sont présents en fonction du renseignement qu'on a. Des fois, on peut penser qu'on réduit le nombre d'effectifs, mais on va réutiliser ou redéployer ces effectifs-là de façon à être adapté au renseignement qu'on a puis à l'évolution de la situation qu'on a sur le terrain. Ouais. Donc, on rappelle aux gens qui sont dans le secteur de Lac-aux-Sables de garder l'œil ouvert, hein? Peut-être de regarder dans les cabanons, les garages, dans leurs boisés, peut-être à l'arrière de leur résidence. Bref, Yannick, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Toujours un plaisir. Oui, une triste histoire. On pense à la famille dans ça, évidemment. Tout à fait. Toujours. Merci, bonne soirée. Attention, il y a une hausse des intoxications au Benadryl et le médicament pourrait devenir moins accessible au Québec. Est-ce qu'il faut retirer le Benadryl des tablettes? Ça, c'est la question que le gouvernement provincial se pose depuis le 30 juin avec la proposition d'une nouvelle réglementation. Et là, le Centre antipoison du Québec vient de donner son appui à l'idée de restreindre l'accès aux médicaments. Pour certains de ces cas-là, l'intoxication entraînera une toxicité sévère nécessitant une hospitalisation, puis dans de rares cas, même un décès. C'est généralement utilisé pour les allergies, les rhumes et comme somnifère. Mais en 2024, on comptait 603 cas d'intoxication à la diphénhydramine. Ça, c'est le nom précis du médicament. En gros, une cinquantaine de cas de plus qu'en 2021. Il existe aujourd'hui plusieurs autres alternatives, dont les antihistaminiques de nouvelle génération, qui sont aussi efficaces et qui ont un profil de sécurité beaucoup plus favorable et qui demeurent disponibles sur les tablettes en pharmacie. Là, si le projet de règlement passe, le Benadryl sera encore accessible, mais pas en libre-service. On va le retrouver au comptoir des pharmaciens. Et petit rappel que cette proposition ne vient pas de nulle part. Ça fait suite à la demande d'un coroner après la mort d'un jeune de 18 ans en 2023 à cause d'un empoisonnement à ce médicament. On le constate, en faire, l'épicerie coûte de plus en plus cher. Pourtant, il y a une nouvelle étude qui révèle que le prix de la plupart des aliments est en baisse. Ce qui fait monter, en fait, le prix du panier, ce sont les fameuses protéines. Les explications de Marie Cassimard. Ça, c'est le fameux brocoli. Il est énorme. Je vendais ça 9 $ au début de ma saison. Ça venait pas du Québec, évidemment, mais là, j'étais à 4 $ puis il est vraiment gros et beau. Dans un marché comme celui-ci, on vend de tout. De la viande, du poisson, des fruits, des légumes. Bref, c'était l'endroit idéal pour décortiquer les données d'une toute nouvelle étude qui montre que le panier d'épicerie a baissé entre juin et juillet au Canada. Il y a beaucoup de catégories qui sont moins chères. Il y a 30 catégories qui sont moins chères. Sur 50, c'est quand même bien. Les deux grandes surprises, à mon avis, sont les fruits et légumes. Les fruits et légumes sont moins chers généralement. Est-ce que vous le constatez, vous, cette baisse sur le panier d'épicerie, du moins sur les fruits et légumes qui sont frais de saison? Oui, je pourrais dire oui. Qu'est-ce qui est abordable en ce moment? Qu'est-ce qu'on devrait prioriser en ce moment? Les beaux gros brocolis, choux-fleurs sont énormes, sont frais, sont beaux. Céleri aussi, on commence à avoir du beau gros céleri à 4 $ qui vaut très la peine. Dans l'étude, on dit que le brocoli est en baisse de plus de 20 entre le mois de juin et le mois de juillet. Comment on explique que Québec et Montréal sont les endroits qui connaissent la plus forte hausse au pays? Bien, je dois vous rappeler que depuis quelques mois, c'était le contraire. Les augmentations les moins importantes étaient justement au Québec. Mais là, il y a un phénomène de rattrapage. Il y a quand même une augmentation du taux d'inflation alimentaire en raison de quelques sources de protéines, notamment le saumon. Le bœuf haché, c'est une situation qui est unique au Québec. Le bœuf haché au Québec est en hausse de 18 % en un mois. Pour ce qui est du mois de juillet, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment dû aux vacances de la construction. Moi, j'irais voir la boucherie. Parce que là, il y a beaucoup de produits qui ont augmenté, mais il y a aussi des produits qui ont diminué, notamment le poulet qui a diminué de près de 27 % entre juin et juillet. Je vous dirais franchement que si j'étais pas boucher, je ne mangerais pas de la viande tous les jours. Un onglet de bœuf, c'est un morceau qu'on payait aux alentours de 19-20 $. On vient de monter à 27-28 $. Il y a une augmentation folle. En combien de temps? En l'espace de 3 semaines. Oui, vous pouvez me regarder, oui. Là, on va rentrer dans une poissonnerie. Je dirais que le saumon, nous, notre prix est pas mal constant depuis plusieurs mois, même plusieurs années. Ça n'a pas trop augmenté. C'est sûr que de semaine en semaine, si le prix descend, le prix monte au volume. Mais nous, on essaie de garder un prix fixe s'il n'y a pas une trop grosse augmentation. On a d'autres alternatives. Là, on est rendu qu'on on essaye la morue de la Nouvelle-Écosse, qui est des longes un peu moins belles esthétiquement, moins épais, mais beaucoup moins cher. Ce qu'ils offrent se paie, je pense, à mon avis. Et c'est pas beaucoup plus cher qu'ailleurs. C'est vraiment
pas beaucoup plus cher. Si je comprends bien, le prix ne vous dérange pas du tout. Vous allez... Ben, c'est pas que ça me dérange pas, je préférerais qu'on me l'offre. Mais... C'est sûr que gratuit, c'est encore meilleur. Mais oui. À Montréal, Marie Castimard, Bon Nouveau Info. Bon, parlons politique. On revient maintenant sur l'élection fédérale partielle de Chicoutimi-Le-Fjord. Ça va avoir lieu le 31 août. Eh bien, les électeurs de cette circonscription vont devoir aller voter 2 fois en seulement 1 mois avec les élections générales provinciales du 5 octobre prochain. Bon ou mauvais timing? Eh bien, on va poser la question à notre collaborateur Victor Henriquez. Bonsoir, Victor. Bonsoir, Sabrina. Bon, tu penses quoi du moment de cette élection partielle qui a été choisie le 31 août? C'est sûr que ça va amener les gens de Chicoutimi à être très attentifs. En même temps, je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence du citoyen. Cependant, du côté de Mark Carney, la stratégie est extrêmement précise. La fenêtre pour Mark Carney afin de faire cette élection partielle a été très courte, puisqu'avec l'élection au Québec, on ne pouvait pas dépasser nécessairement la fin du mois d'août. Donc, on est allé chercher ce moment qui va lui permettre de tenter d'avoir un député de plus dans sa majorité, parce qu'on sait qu'au retour en Chambre au mois de septembre à la Chambre des communes, les débats seront houleux. Il devra faire adopter un budget notamment, et je pense qu'il devait être important pour lui d'avoir un meilleur appui de la part de la Chambre et d'aller chercher une majorité un peu plus confortable que la majorité actuelle qui est, rappelons-le, de un seul député. En même temps, est-ce que ça contribue peut-être au désintérêt de la population envers la politique? Parce que là, on va voir des pancartes provinciales, fédérales, c'est la rentrée scolaire, on sait, le mois de fin août, début septembre, tout le temps des gros mois, là. C'est sûr que c'est quelque chose qui est dénoncé, puis c'est vrai que ça peut avoir un effet, notamment sur les citoyens qui s'intéressent moins à la chose politique. Cependant, je pense que les partis vont accommoder aussi de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas trop de mélange de pancartes, notamment dans le comté de Chicoutimi, puis que les citoyens on va attendre à la fin de l'élection fédérale avant d'afficher les candidats de l'élection provinciale. Et en même temps, pour les passionnés de politique à Chicoutimi, ça va être le fun de suivre des élections en un mois. Ça, c'est vrai. Toi et moi, disons, on est contents de pouvoir suivre 2 élections en simplement 1 mois. Maintenant, j'ai envie qu'on parle d'une autre circonscription fédérale. Cette fois-ci, on va se transporter en Montérégie parce qu'il y a celle de Saint-Hyacinthe-Bagotte-Acton qui est aussi vacante. Pourquoi Mark Carney n'a pas déclenché d'élection partielle aussi à cet endroit-là en même temps? C'est le grand mystère. M. Carney n'a pas répondu directement à cette question, mais Saint-Hyacinthe, moi, je soupçonne M. Carney 2 choses. La première, c'est que je le soupçonne de ne pas avoir voulu avoir cette espèce de défaite automatique qu'est Saint-Hyacinthe. Pour les libéraux, Saint-Hyacinthe n'est pas un comté prenable et ça aurait été très compliqué pour lui de gagner ce comté-là. Donc, il a une chance de faire un carton plein avec les 3 partiels de la fin du mois d'août. On a donc voulu laisser Saint-Hyacinthe peut-être pour une deuxième vague à venir. L'autre élément aussi qui est intéressant, c'est que vous savez, la candidate bloquiste dans Saint-Hyacinthe, c'est une membre de la Fédération internationale du lait, alors que le candidat libéral à Chicoutimi, c'est le président de la Fédération des producteurs de lait du Québec. Peut-être qu'on a voulu éviter la confusion au niveau des candidatures des 2 partis également. Possiblement. Ils défendent peut-être un peu les mêmes idées relativement peut-être à la gestion de l'offre également. Mais sinon, en plus de celle de Saint-Hyacinthe, il y a d'autres élections partielles, je pense, qui pourraient être déclenchées prochainement. Oui, parce qu'à ce moment-ci, Saint-Hyacinthe est le seul comté vacant, mais on sait qu'il y en aura d'autres, notamment le comté d'Alexandre Boulris. Au déclenchement de l'élection provinciale, il démissionnera de son poste de député. Également, Stephen Guilbeault, qui doit démissionner dans les prochaines semaines, tel qu'il l'avait annoncé. Donc, on va avoir 3 partiels au Québec, probablement après l'élection fédérale. Encore une fois, des bonnes nouvelles pour les passionnés de politique. Peut-être un peu les gens qui seront... Vraiment. Bon, le signal, on le perd à la fin, donc c'est parfait. Merci beaucoup, Victor, d'avoir été avec nous ce soir. Au revoir. Maintenant, plus d'1 million de Montréalais devront continuer de surveiller leur consommation d'eau potable, au moins jusqu'à la fin du mois d'août, parce que la consigne est en vigueur le temps que la Ville continue de réparer la conduite d'eau Atwater. Et justement, Lily Mercure a visité le chantier aujourd'hui. La phase 3 des travaux de remplacement de la conduite Atwater a commencé hier et devrait se terminer d'ici la fin de la semaine. Derrière moi, une conduite qui date du milieu des années 80 et qui a notamment forcé la tenue de travaux urgents cet été. Ça se déroule exactement comme on souhaitait. Il y a 2 sections qui ont été faites. Aujourd'hui, on vous amène ici pour prendre des images sur la 3e section. Avec cette conduite d'eau hors opération, c'est ce qui avait mené la Ville de Montréal à demander à 1,3 million de citoyens de réduire leur consommation d'eau cet été. Le seuil à ne pas dépasser 1,45 milliard de litres et ça semble avoir été respecté depuis le début des travaux. Pour le moment, les Montréalais répondent à l'appel qu'on avait fait en juin dernier
réduire leur consommation d'eau. Les infrastructures partout au Québec, dans les municipalités, sont vieillissantes. Et ici, on avait vraiment besoin de l'aide de l'ensemble des Montréalais et Montréalaises. On croise les doigts pour être capable de passer parce qu'on n'a pas fini encore. J'en ai vécu des étés où, dans la mois d'août, on a des canicules. Je m'en souviens, en 2002, on a eu une tuyau qui a éclaté, puis on a eu 9 jours de canicule. La 4e phase, la plus importante, devrait commencer la semaine prochaine et il y a 4 segments de la conduite principale qui vont être remplacés. Si tout se passe bien, les travaux seront terminés d'ici la fin de l'été, mais ça, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de surprise durant le parcours. Nos équipes travaillent le plus vite possible et essaient de s'assurer qu'il faut réaliser les travaux dans les délais, mais en même temps, il faut agir avec une certaine prudence. On n'a pas une balle de cristal. Une fois creusé, on n'a pas une garantie, on n'a pas quelque chose qui nous dit qu'est-ce qu'on va trouver dedans. L'administration municipale n'a pas dévoilé le budget alloué au remplacement de la conduite d'eau. Elle cite l'urgence des travaux. En effet, quand on est en urgence, on regarde les coûts après, là, parce que l'alimentation en eau à Montréalais, là, je veux dire, c'est vital. Il n'y a personne qui peut vraiment vivre, passer 24 heures sans eau potable. Ce que je trouve quand même étonnant de la part de l'administration, c'est qu'autant ils demandent d'un côté aux citoyens, bien, écoutez, économisez l'eau, là, par exemple, fermez le robinet quand vous brossez les dents. C'est un peu anecdotique, mais de l'autre côté, eux ne semblent pas être très transparents côté délai. Hein, ils ont déjà dépassé le délai initial qu'ils avaient dit. D'ici la fin des travaux, les Montréalais devront poursuivre leur effort pour économiser l'eau. Ça veut dire aussi limiter l'arrosage extérieur ou prendre un seau pour laver sa voiture plutôt qu'un boyau d'arrosage. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info. Une nouvelle vous fait réagir ou vous avez une histoire à partager, je vous invite à m'écrire par courriel au s.rivet@nouveau.info. Toujours un plaisir, évidemment, de vous lire et de vous répondre. Parlons soccer parce que Zinedine Zidane est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Il succède donc à Didier Deschamps qui a quitté son poste juste après la Coupe du Monde il y a 10 jours. Zinedine Zidane a connu une carrière prolifique de 18 ans comme milieu de terrain. Il est plus tard devenu l'entraîneur du Real Madrid, fonction qu'il a occupée jusqu'en 2021. Bon, et ce soir, ce qu'on va surveiller dans notre bulletin de 22h, on va revenir sur les rencontres entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et Benjamin Netanyahou. Là-dessus, passez une bonne soirée. On se retrouve plus tard.